Et si nous avions élevé une génération de flemmards? Comment la famille et l'école, surtout, peuvent donner le goût du travail aux jeunes, le sens de l'effort? On en parle avec nos invités. Christian de Troisien, vous êtes membre du bureau national de l'APEL, l'association des parents de l'enseignement libre. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On va parler du sens de l'effort dans l'enseignement libre. Grégoire Borst, vous êtes chercheur, directeur de laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à Paris-Cité, à l'université. C'est bien cela, bonjour. Ça. On va parler des rapports avec la recherche. Et Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens et auteur de L'ère de la flemme, un best-seller, on peut le dire. Mais d'ores et déjà. D'ores et déjà. Paru chez Buchet-Castel, qui s'appelle... Chastel, oui. Qui s'appelle L'ère de la flemme. Voilà, on peut le voir à l'antenne. Et Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant. Alors, Lara, qu'est-ce qu'on entend par le goût de l'effort ? Alors, selon le dictionnaire Le Robert, l'effort, c'est l'activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Donc, dans la vie de tous les jours, ça se traduit par le travail, par la volonté de réussir des tâches. Du côté de la science, le neurobiologiste Sébastien Bourré affirme, je cite, que notre système de motivation fait que automatiquement, quand quelque chose est plaisant, cela comporte une valeur qui nous est attachée et que la récompense est plus grande. Et lorsque la récompense est plus grande, on est enclin à dépenser plus d'énergie. Autrement dit, l'effort va de pair avec la motivation initiale. Alors, pourquoi la notion d'effort suscite des débats ? Alors, depuis quelques années, le sens de l'effort se perdrait, en particulier chez la jeune génération. Lors d'une enquête, Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, il a constaté que l'adage « souffrir pour réussir » n'est plus vraiment d'actualité en France chez beaucoup de jeunes. Il évoque même, je cite, un marché de la flemme qui s'appuie sur la baisse de motivation générale, sur la civilisation du cocon, sur le recroquevillement sur la sphère personnelle, la moindre appétence à sortir de chez soi. Et il constate aussi que la crise de la Covid a eu un impact sur le sentiment d'être moins motivé et que, je le cite encore, environ 4 Français sur 10 disent aujourd'hui avoir beaucoup plus de mal par rapport à la période avant le Covid à sortir de chez soi pour faire tout un tas d'activités. Alors comment retrouver le sens de l'effort ? Alors le psychologue Didier Pleu, il estime que cette intolérance à l'effort, elle est due à une génération qui n'a pas plus l'habitude de surmonter des difficultés. Et il affirme, je cite, que la parentalité se plie de plus en plus à l'éducation au sympathique, à l'empathie. Elle n'éduque pas à l'intolérance et vulnérabilise sur le long terme les enfants face aux épreuves qu'ils rencontreront potentiellement. Alors la solution, selon lui, elle serait d'habituer les enfants à se donner du mal à réaliser certaines tâches pour obtenir une récompense sur le long terme. Donc par exemple, travailler dur, un examen pour ensuite avoir de bonnes notes et trouver du plaisir dans l'effort. Alors Christian de Troisien, est-ce que vous pensez que l'école pousse encore les enfants à faire des efforts ? Elle peut effectivement encore pousser les enfants à faire des efforts, mais faut-il encore que cet effort ne soit pas un effort insurmontable quelque part ? Il faut que l'enfant y trouve une source, un bien-être quelque part, c'est-à-dire qu'il soit intéressé à réaliser cet effort. Donc il y a peut-être aussi quelque part une volonté de l'éducation nationale peut-être de ne pas... Enfin, c'est pas une volonté, c'est un manque peut-être de se mettre en rapport avec les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que si dans les écoles, on se mettait un petit peu plus à la place des jeunes et on leur inculquait des choses qui les intéressent, peut-être que cet effort deviendrait naturel. Olivier Babot, vous avez écrit L'ère de la flemme. Alors, il y a beaucoup de formules choc dans votre ouvrage. L'effort est le ressort caché des civilisations, le principe qui fait tenir une existence debout. Le perdre, c'est s'effondrer. J'ai aussi, on craignait d'avoir élevé des révolutionnaires. C'est pire que ça, on a élevé des paresseux. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a élevé des enfants dans la culture de la paresse ? En fait, je n'accuse pas les enfants en eux-mêmes, ni même une sorte d'ontologie qui ferait qu'ils seraient plus paresseux que les autres. Non, ce que j'explique, c'est que
que nous le voulions ou non, nous sommes tous dans une société qui demande moins d'efforts qu'avant. Et je fais dans le livre un grand retour sur l'histoire de l'effort, l'histoire de notre rapport à la mise à distance du plaisir. Et je montre qu'autrefois, malheureusement, le plaisir immédiat était assez rare. Et donc, en fait, il était souvent très, très à distance. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, et c'est formidable, technologiques, dans la protection sociale, dans la façon dont on va essayer d'inclure beaucoup plus, qui va faire qu'on va demander beaucoup moins d'efforts. Et c'est en particulier vrai pour les jeunes. Il y a plein d'illustrations qu'on peut donner. Dans le domaine scolaire, par exemple. Dans le domaine scolaire, ce qui est vrai, c'est que la fameuse passion de l'égalité dont parlait Tocqueville a pénétré l'éducation depuis une quarantaine d'années. Et donc, on ne supporte plus de faire des différences. La hiérarchisation est vue comme une forme d'abaissement ontologique de celui qui est moins bon. Donc, on veut faire disparaître ça, on veut faire gommer les classements. Les tableaux d'honneur, les remises des prix. Exactement. Depuis moi, j'ai connu 60, ça dans les années 90. Il y avait des remises des prix. Je n'ai pas eu beaucoup, mais j'avais vu quelques livres. Ça existait plus, il y avait déjà. les premiers, il y avait les tableaux d'honneur après, effectivement. Avant, effectivement, c'est un peu l'équivalent de l'employé du mois dans les entreprises. Mais ça, on a beaucoup gommé. Il y a de moins en moins de classements. Pourquoi ? Parce que on s'est dit que c'était une mauvaise façon de motiver les gens, parce que ça écrasait ceux qui étaient moins bons. Alors ça peut avoir cet effet-là de temps en temps, mais du coup, on ne distingue plus ceux qui sont meilleurs. Et l'éducation est devenue cet effroyable village Potemkin où on a complètement caché les différences de niveau. On a fait effondrer complètement le baccalauréat pour faire rentrer 90% des gens dedans. Et finalement, ça n'a plus grand sens et ça a perdu toute capacité distinctive. Mais au-delà de ça, c'est le goût de l'effort lui-même qui, dans toute la société, est en train de disparaître, à mon avis, et tout ce que donne pourtant cet effort qui, dans la vie, pour moi, est le ressort essentiel. Mais c'est plus marquant à l'école, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple, il y a les Oscars pour les acteurs de cinéma, il y a les Jeux Olympiques pour les sportifs, mais à l'école, finalement, si un élève est bon, il n'est pas tellement mis en avant. Vous avez parlé des Jeux Olympiques ou des Oscars, finalement, c'est les rares endroits où il y a encore des classements et où encore on va tous regarder les premiers, parce que sinon, la télé-réalité sont des gens qui vont être choisis pour leur totale médiocrité. De façon générale, on va plutôt accuser la réussite en disant qu'elle n'est pas tout à fait légitime. On se méfie de la réussite financière, économique. Et à l'école, alors, depuis les années 90, le nombre de textes qu'on présente en première a été quasiment divisé par 2. C'est comme si tout se passe comme si on n'osait plus demander les efforts, parce que ce serait trop dur, ce serait trop méchant, ça ferait trop souffrir nos enfants de leur demander les efforts qu'autrefois on demandait. Alors que, évidemment, mon idée, c'est que probablement les efforts, c'est comme les règles, c'est comme les limites, c'est un service que nous rendons aux enfants, et moins ils en rencontrent, moins ils rencontrent de défis, de difficultés à surmonter, plus, une fois qu'ils sont dans le monde, ils auront du mal à surmonter les difficultés. Je termine par un exemple qui est très rigolo. Il y avait un sondage aux États-Unis qui a montré que les DRH disaient, mais c'est incroyable, aujourd'hui, tu as un enfant sur 5, il vient en entretien de recrutement accompagné de ses parents. comme un enfant, en fait. C'est-à-dire que c'est cette espèce de surprotection, de société du cocon, elle fait des enfants qui ont du mal à être adultes. On les a habitués, alors qu'autrefois c'était le contraire, à ce que la société se règle sur leurs valeurs, sur leurs vapeurs, je dirais même, sur ce qu'ils sont, que la société doit accepter absolument et changer pour elle, alors qu'autrefois, on se foutait complètement de ce que tu étais, de ce que tu voulais, de tes propres sentiments, de tes problèmes. Tu devais occuper la place que la société voulait pour toi. Et c'était une logique totalement différente, parce que du coup, l'effort, elle était de ton côté. Aujourd'hui, c'est la société qui doit faire l'effort de s'adapter à toi. Grégoire Borst, vous êtes chercheur. Le goût de l'effort, est-ce que c'est un domaine qui est étudié par les chercheurs ? Oui, c'est un domaine qui est étudié. On en a parlé, qui est effectivement souvent quantifié en termes de... On a 2 façons de l'évaluer, soit dans un processus plus motivationnel. Est-ce que je suis capable de perdurer dans une tâche que je n'arrive pas à réaliser sur un temps plus ou moins long ? Et on revient au processus motivationnel dont vous parliez. C'est-à-dire qu'au cœur de la notion d'effort, il y a la question de motivation. Donc là où je m'inscris complètement en faux, c'est que ça fait 20 ans que l'école est de plus en plus inégalitaire. Je ne vois pas comment vous pouvez être motivé dans un système éducatif qui montre qu'en fonction de votre classe sociale d'origine, vous avez moins de chances et beaucoup moins de chances de réussir que quand vous venez d'un milieu social favorisé. Vous dites qu'il n'y a plus de classement à l'école. Parcoursup, c'est quoi ?
c'est un classement. C'est le pire des classements qui existent. Alors je dis pas, il n'y a pas d'alternative pour l'instant et c'est peut-être le moins pire des solutions. Ce qu'on disait, c'est qu'à l'école, il n'y a plus de remise des prix, en tout cas dans la plupart des établissements publics et privés. Si, ça s'appelle les notes. Ça s'appelle la moyenne générale, ça s'appelle le classement. C'est-à-dire que ça produit exactement la même chose. Si vous croyez que les élèves ne savent pas où ils se positionnent par rapport aux autres élèves. Oui, mais je veux dire par là que les bons élèves ne sont pas... jusqu'aux années 60, il y avait une espèce de mise en valeur des très bons élèves avec des prix, avec... oui, je suis d'accord, mais là, aujourd'hui, à part à la Légion d'honneur et à Saint-Cyr, ça n'existe plus. Bon, il y a le concours général. Mais le concours général, c'est pour les meilleurs élèves, c'est pas pour chaque classe. Ça ressemble à des choses similaires. Mais je veux dire qu'en fait, au cœur de la question de l'effort, il y a la motivation. Oui. C'est ça qui va orienter le fait qu'on s'engage ou non dans une activité complexe. C'est-à-dire que si je ne suis pas motivé, par définition, je ne vais pas faire d'effort. Dire que et une autre façon de le mesurer, c'est ce qu'on disait, c'était la capacité à différer son plaisir immédiat. Et ça, on le mesure depuis les années 60 dans une tâche qu'on appelle des tâches de gratification différée, où globalement, ce qu'on vous demande, c'est qu'on vous donne une récompense immédiate. On vous dit, généralement c'est fait avec un marshmallow chez nos enfants très jeunes, on lui dit tu peux manger le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Et donc vous regardez le temps, le délai avec lequel l'enfant est capable de différer son plaisir immédiat pour obtenir une récompense plus importante dans le futur, c'est-à-dire 2 marshmallows. Et ce que montrent les études depuis les années 60, c'est qu'en fait les enfants très jeunes sont capables de s'engager dans différer son plaisir immédiat pour obtenir une récompense différée, qui a un effet évidemment développemental, c'est-à-dire qu'à 11 ans vous êtes meilleur pour faire ça que quand vous avez 3 ans, qu'il y a une période un peu particulière qui est l'adolescence dans laquelle on est plus orienté vers les récompenses immédiates que vers la gratification différée, ce qui pose des questions notamment sur l'école, au moment du collège et du lycée. Et la dernière chose qui est très intéressante, parce que ça permet aussi de déconstruire une certaine type de représentation sur les nouvelles générations, quand vous demandez aux parents d'aujourd'hui s'ils pensent que leurs enfants sont meilleurs ou moins bons que ceux dans les années 60, de façon écrasante, les parents vous disent « bien sûr, ils sont bien moins bons aujourd'hui, ils vont beaucoup moins avoir la capacité d'attendre, de différer leur plaisir immédiat pour obtenir une récompense différée ». Quand vous faites la tâche objective, ils sont bien meilleurs, les enfants d'aujourd'hui, que les enfants... Pour différer le test du marshmallow ? Oui, donc c'est pas, leur problème, c'est pas leur incapacité à s'engager dans l'effort, c'est d'avoir la motivation à le faire. Quand je vous entends dire 40% des gens qui ne sortent pas de chez eux, vous savez quelle est la part de symptômes dépressifs dans la population adolescente aujourd'hui ? C'est plus de 40% des adolescents. C'est un problème de santé publique majeur. Vous êtes motivé, vous, quand vous êtes déprimé ? Vous arrivez à fournir des efforts quand vous êtes déprimé ? Non. Donc en fait, il faut traiter la problématique aujourd'hui, c'est que post-Covid, on a 40% des adolescents qui sont dépressifs. Vous ne pouvez pas être motivé à apprendre quand vous êtes dépressif. Ils ne sont pas dépressifs, ils ont des symptômes dépressifs. Je vais dire comme ça. Il faut qu'il faille réintroduire la notion d'effort. L'idée qu'effectivement, il faut qu'il y ait des perspectives dans nos systèmes éducatifs qui disent qu'en fait, pour réussir, oui, il faut fournir des efforts. Mais vous ne pouvez le faire que dans des... Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, que dans des systèmes dans lesquels la part d'inégalité soit pas aussi forte que dans l'autre. Le vrai problème du système français... quel que soit enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui touche toutes les classes sociales, ce problème problème de l'effort et de la motivation, etc. Oui, si ce n'est qu'elle est c'est plus un enjeu dans certaines classes sociales que dans d'autres, parce que vous n'avez pas le même filet, c'est ça que je veux dire. Lara, vous voulez nous raconter, Lara a interrogé une jeune étudiante pour savoir comment elle avait retrouvé le goût de l'effort justement par le travail, tout simplement. Effectivement, c'est le cas de Julie Farge, une étudiante de 20 ans avec laquelle j'ai pu m'entretenir. Elle m'a raconté son parcours qu'elle qualifie de classique jusqu'à la classe de 3e, à l'issue de laquelle elle a obtenu son brevet des collèges. Mais au moment d'entrer au lycée, voici ce qu'elle pensait, je cite, « Je n'avais pas le niveau pour aller en général », c'est ce que tous les professeurs me répétaient. J'ai donc essayé de trouver des solutions et je me suis tournée vers la voie professionnelle. Donc la jeune femme a donc intégré le campus Le Buat à Maule, qui est un établissement agricole, catholique et privé sous contrat, qui dispense des formations scolaires et par apprentissage. Elle a donc choisi de se spécialiser très tôt finalement Oui. C'est justement avant même le bac. Voilà, c'est ce qui lui a redonné le goût du travail. Elle a choisi de se spécialiser en animalerie, car selon elle, c'est une passion que j'ai depuis que je suis petite. Je pensais que ça me redonnerait envie de travailler, d'être moins fâchée avec les matières scolaires, comme les maths et le français. Et ça a marché, puisque après avoir obtenu son bac, elle a poursuivi dans un BTS univers des jardins et animaux de compagnie, en alternance dans une jardinerie, une expérience qu'elle qualifie
d'enrichissante et qui lui a permis d'obtenir son BTS avec mention bien. Alors aujourd'hui, elle est en 3e année de bachelor responsable commercial et marketing à l'ENSUB Business School à Montigny et elle est en alternance à la société VLC Europe qui est spécialisée dans le domaine de la pharmacie pour chevaux. Alors des formations qui sont très professionnelles finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi ce qui a motivé Julie. Elle me racontait que c'est ce qui l'a motivée à poursuivre ses efforts. Elle conseille aux jeunes de se spécialiser dans la voie qui les passionne et raconte qu'en grandissant, elle a compris l'importance et l'intérêt de travailler car elle exerce un métier passion. Et elle ajoute, je cite, « En 3e, je me suis sentie jugée quand j'ai dit que j'allais en filière professionnelle. Aujourd'hui, je me retrouve en classe avec des élèves qui ont été en voie générale. L'année prochaine, elle intégrera un master événementiel à l'ISCOM. Et elle précise dans son témoignage qu'elle a été très bien encadrée par ses professeurs, mais aussi par des professionnels qui ont su lui redonner le goût du travail. » Christian de Troisière, c'est une école de l'enseignement libre, donc voilà, ça vous touche. Est-ce que justement le fait de faire de l'apprentissage, à un moment donné, ça peut redonner le goût de l'envie de travailler, l'envie de l'école, tout simplement? Je pense que, et je le disais tout à l'heure, le mot flemme est un mot fort, et je pourrais l'assimiler à un manque d'envie. Et dès l'instant où on est dans la passion, cette envie revient. Et comme cette envie revient, on a envie de se donner à fond et de réussir ses études. Et je pense que cette jeune fille dont vous venez de nous parler, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle n'était sur une troisième générale, puisque la troisième est toujours générale, mais pour passer en seconde, ça allait être compliqué. Et ben, elle a préféré s'orienter vers l'apprentissage. Et effectivement, l'apprentissage au jour d'aujourd'hui, et on le voit dans tout ce qui est statistique, est en train de décoller fortement. Oui, puis en fait, le fait de travailler, d'être vraiment confronté au travail, tout simplement, ça peut donner envie de redonner le goût à l'école. Mais dès l'instant où on apprécie ce que l'on fait, on est heureux et cette histoire de flemme disparaît. Olivier Babot, vous dites dans votre livre, toujours, c'est le signe d'un déclin de notre société. Moi, je me dis, dans tous les classements PISA, par exemple, on voit bien que c'est les pays asiatiques, quand même, qui arrivent en premier, Singapour, la Corée, le Japon, etc. Des pays où la Chine, des pays où justement le sens de l'effort et de la discipline est très mis en avant. Est-ce qu'on va forcément se faire manger tout cru par ces pays parce qu'on n'a pas su développer ça chez nos enfants? En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a des cycles de vie civilisationnels, si vous voulez, et qu'on est clairement à un moment de fatigue, en fait. Un moment où on ne croit plus tellement à ce qu'on représente, on ne défend plus tellement les Lumières, d'ailleurs, et donc on est très très poreux et puis plutôt impuissant face à des civilisations qui sont dans des moments différents, beaucoup plus actifs, plus militants, et donc ça peut poser des problèmes parce que ça a effectivement une conséquence assez directe. Aujourd'hui, la puissance économique et militaire, elle vient de l'importance des brevets. Les brevets, ils viennent de l'innovation qui vient des quantités de cerveau que vous arrivez soit à produire, soit à tirer, en fait. Les États-Unis en produisent pas mal, mais on attire beaucoup, et puis d'autres arrivent à en produire de plus en plus. Donc le plus inquiétant, ce serait ça. Pour l'instant, paradoxalement, l'Europe est plutôt pas mauvaise. On a encore des cerveaux remarquables, mais on a du mal parfois à le transformer en innovation. Je crois qu'on a dit quelque chose de fondamental sur la passion, parce que c'est comme disait Johnny, il faut donner envie d'avoir envie. Le vrai problème de l'effort, on est d'accord, c'est le fait que c'est la motivation. J'avais un professeur en Sorbonne, en philosophie, qui disait, mais il faut que vous trouviez ce qui est votre genre de beauté. Et vraiment, ça m'avait frappé. Il y a des choses qui plaisent à des gens dans la vie, et ils ont envie de s'y mettre. Alors, on a la chance parfois d'avoir un métier passion, comme l'étudiante dont on a parlé. Et en fait, peut-être que le plus difficile, c'est de demander aux gens, justement, de faire cette recherche de ce qui les intéresse. On le fait probablement pas assez. Et c'est d'ailleurs Proust qui remarque très bien que, en fait, on a des capacités d'attention et d'énergie qui sont infiniment différentes entre un truc qui nous ennuie. Il dit telle personne va bâiller devant 10 lignes et puis arrivera pas à les comprendre, et puis il fera le voyage à Bayreuth tous les ans parce qu'il est fan de Wagner. Et ben c'est exactement ça. En fait, les enfants, ils ont comme nous tous d'ailleurs, on a toute l'énergie du monde en fait. C'est juste, on a toute l'énergie du monde quand on sait ce qui nous intéresse. Et je crois que on est malheureusement dans une société où, parce qu'on a plein de petits divertissements à disposition dans nos poches en permanence pour nous faire plaisir, les shorts, le défilement, on a moins le temps peut-être de s'ennuyer et du coup le temps de chercher ce qui va nous nourrir en profondeur. Et donc on est dans une société qui rend plus difficile, parce qu'il y a de la cacophonie, parce qu'il y a du bruit, il y a un grand pianiste qui dit le plus dur quand on est
musicien aujourd'hui, c'est de commencer par faire silence. Parce que le silence, c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il y a la musique partout. En fait, arriver à faire silence, arriver à ralentir, ça c'est vraiment le plus difficile. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à transmettre aux enfants, parce que c'est plus dur qu'autrefois, parce qu'il y a plein de tentations, en fait. Il y a plein de tentations qui font qu'on ne va pas aller chercher ce qui te nourrit en profondeur, ce qui va te donner sens à ta vie, et ce qui crée les génies. Je veux dire, quand Flaubert s'enferme 5-6 ans pour faire chacun de ses bouquins, il y a une quantité de travail dans la production des grandes œuvres qui est fascinant. Il faut aller dans un monastère maintenant pour se concentrer. Oui, par exemple. Oui, Grégoire Borst, est-ce que le goût de l'effort peut s'apprendre? Comment peut-on l'enseigner, que ce soit à la maison, à l'école? Bien sûr que ça s'apprend. D'ailleurs, c'est un apprentissage de faire des efforts. Ce qui est important, c'est justement de le replacer dans ce qu'on disait là. C'est-à-dire qu'au cœur de la notion d'effort, il y a la question de motivation, la question de l'envie. C'est-à-dire que sans motivation, tout nous, être humain, nous n'agissons que dans un dispositif de motivation. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est parce qu'on anticipe une récompense potentielle. En fait, c'est pas vrai. On fait rien tant qu'on n'a pas une récompense potentielle à la clé. Alors, on a la capacité de se projeter dans du très long terme, d'accepter en fait de faire des efforts sur des temps très longs. D'ailleurs, c'est ce que demande l'école. L'école, je suis désolé de le dire, mais en fait, c'est un contrat caché. C'est-à-dire qu'on rentre à 3 ans à l'école est obligatoire en France, et on est captif pendant 15 ans. Non, mais je disais, si au moins. C'était tout à fait l'impression que j'avais, être captif, d'être en captivité. Et avec l'objectif de vous dire, en fait, à 15 ans, il y a une gratification différente, qui est le bac, rentrer faire des études, et des études longues potentiellement, ou trouver son métier passion précisément, avec, effectivement, en fonction de ce qu'on va choisir, peut-être des potentialités qui vont être différentes. Et tout ça, ça nous est quand même, on nous l'a enseigné. Et c'est pour ça qu'il y a de la variabilité. C'est pour ça que je dis, faisons attention quand même, dans une école qui est très inégalitaire, ça répartit aussi inégalement l'effort et le rapport à l'effort dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que dans certaines familles, c'est explicité. On le dit ça aux élèves. Dans d'autres familles, beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas ce même rapport aux apprentissages. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants et aux élèves. C'est pourquoi et comment ils sont capables de faire des efforts. Parce qu'ils en font. C'est ça qui est paradoxal. Ils en font peut-être pas dans le cadre scolaire, mais regardez-les sur un terrain de foot, ils font des efforts. Le même qui n'arrive pas forcément à faire un effort dans la salle de classe, il le fait dans la cour de récré. Et dans des jeux vidéo. Et dans un jeu de vidéo. C'est incroyable les efforts qu'ils sont capables de faire. Face à des difficultés qui sont extrêmement importantes, ils sont capables de jouer. Et ils sont dans la compétition cette fois-ci. Ils veulent des gagnants, des perdants. Exactement. Et donc c'est de leur montrer que ce qu'ils sont capables de mobiliser là, il faut qu'ils soient en mesure de le mobiliser dans le cadre scolaire. Mais pour pouvoir le faire, et je reviens à ce que vous dites, il faut le faire dans un cadre scolaire qui développe des compétences qui sont pertinentes, que l'élève peut comprendre. En soi, moi je suis tout à fait d'accord avec l'enjeu qu'il faut apprendre à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui. C'est ce que disait notre ancien ministre. Mais c'est pas suffisant. C'est pas ça un système éducatif. C'est quoi la perspective à très long terme? Qu'est-ce qu'on donne comme objectif finalement à ces élèves? Pourquoi je dois apprendre à faire des maths par exemple? C'est un enjeu. Pour que je sois motivé, il faut que je comprenne pourquoi. Et donc ça, c'est les familles qui le font. C'est les familles qui vont expliquer à tel ou tel enfant, c'est important parce qu'en fait, quand tu vas être, justement, je vous entendais tout à l'heure sur les jeux de loterie, tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as quasiment aucune chance de gagner au loto, donc ça sert à rien de dépenser ton argent. Voilà, c'est très peu probable. Et ça, c'est important. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte de ça. Et puis, cette question de l'autorégulation, parce qu'on parlait, est-ce que je prends le marshmallow tout de suite ou est-ce que j'attends un peu pour avoir un deuxième marshmallow? En fait, ça s'enseigne. Et il y a plein de programmes, notamment un programme aux États-Unis qui s'appelle To the Mind, qui avait montré de façon extrêmement probante que quand on engage les élèves, même très très jeunes, systématiquement dans des situations dans lesquelles ils sont obligés d'autoréguler leur comportement. Ils ne font pas exactement ce qu'ils veulent. Il faut que, s'ils ont décidé par exemple de jouer le pirate dans la petite pièce, au bout de 30 secondes, ils n'ont pas le droit de dire « Ah ben non, j'ai pas envie de jouer le pirate ». Alors on leur dit, non, t'as dit que tu voulais jouer le pirate, donc tu vas essayer pendant 2 minutes de le faire, et puis la prochaine fois on va lui demander 3 minutes, puis la prochaine fois 5 minutes. Donc en fait c'est parfaitement enseignable. Et quand on part... Il faut enseigner en fait la frustration un peu. C'est pas tant la frustration, c'est de comprendre qu'est-ce que j'accepte finalement de mettre de côté et qu'est-ce que je vais avoir de plus si je le fais. Et pour une partie des élèves, c'est pas évident en fait. C'est pas évident. On croit que c'est finalement quelque chose de partagé chez tous les élèves. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai pour les élèves qui ont les codes de l'école et pour les autres moins. Et c'est en ça que je dis qu'il y a un enjeu finalement à expliciter cela. Et notre école, si elle est si inégalitaire, de mon point de vue, c'est parce qu'en fait, elle est beaucoup trop implicite. Il y a beaucoup trop d'implicite dans l'école française. Et si on l'explicite, si on enseigne justement la culture de l'effort, comment apprendre,
là, on a un vrai vecteur, effectivement, de demande qu'on peut faire aux élèves, de dire, fais des efforts. On t'a expliqué comment apprendre, on t'a expliqué comment faire des efforts. Maintenant, on est sur un pied d'égalité, et là, il peut s'exprimer, d'une certaine manière, la capacité d'exprimer son potentiel dans différents domaines, d'ailleurs. Christian de Troisien, est-ce que l'enseignement libre fait que fait-elle finalement pour motiver les jeunes? Alors, on organise des tas de choses en réalité. Ça va être par exemple dans le domaine des associatifs. Dans le domaine associatif, on va pouvoir se trouver un projet autour de... Alors, plusieurs élèves vont travailler sur un projet, vont récupérer quelques euros par-ci par-là et vont aller ensuite... par exemple, j'ai un exemple dans la tête, les chiens d'aveugles. Les chiens d'aveugles sont venus présenter leurs chiens, les élèves ont travaillé sur un projet, ils ont récupéré des sous, quoi, quelque part, puisque c'est ce qu'il fallait. Et ensuite, l'association est revenue dans cette classe et on leur a remis un chèque à cette association. Et là, franchement, voilà, l'élève est valorisé puisqu'il a pu aider la société quelque part, hein, puisque ça touche tout le monde. Il a pu aider. Ensuite, tout à l'heure, on parlait des classements, de ces fameux classements, des tableaux d'honneur qu'on voyait. On organise dans beaucoup d'établissements des concours d'éloquence. Là aussi, c'est pas un tableau d'honneur, mais on met en avant fortement l'élève qui a le mieux lu, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses qui font que au quotidien, on essaye de donner une envie aux élèves, quoi, parce que je pense que c'est ce qui manque, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Pour réussir, il faut avoir envie, il faut avoir un but fléché, et puis une fois qu'on a ce but, là, il n'y a plus d'efforts à faire, en réalité, c'est naturel. Alors, est-ce que, Olivier Babot, on peut rester quand même positif ? Oui, complètement. D'ailleurs, l'idée qu'on n'est pas ontologiquement courageux, pas courageux, ou flemmard ou pas, c'est qu'en fait, il faut juste qu'on t'aide, que l'environnement t'aide et qu'on t'explique. Je crois que c'est très important ce qui a été dit, parce que effectivement, il y a le grand livre de Bernard Lahire qui s'appelle Enfance de classe, où il a bien montré combien, selon ta classe sociale, tu allais être élevé différemment, et combien, effectivement, on allait t'expliquer les codes différents. D'ailleurs, les enfants de profs, j'ai envie de le dire, mais en général, réussissent très bien par définition, parce qu'on leur explique assez bien comment ça fonctionne. Mais il y a aussi le livre de Sandrine Garcia que je cite dans mon livre, qui montre que le goût de l'effort est aussi un truc qu'on passe, en fait, et qui est passé méthodiquement dans certaines classes et malheureusement pas à côté. Donc il faudrait que l'école, dans sa visée de compenser les inégalités, soit très attentive justement à expliquer le sous-texte, à expliquer... En fait, c'est vrai qu'on ne dit pas aux enfants pourquoi ils sont là. Je crois qu'on ne leur dit pas assez. D'abord, le plaisir de la libido siendi, de l'apprentissage, c'est formidable. On ne vous demande que de vous cultiver votre esprit, de vous enrichir. C'est extraordinaire, parce qu'une fois que vous serez dans le domaine professionnel, parfois on se fichera malheureusement de votre enrichissement intellectuel. Ça, les gens, on leur a peut-être pas assez dit aux enfants. Et donc peut-être que, comme on dit souvent, on n'apprend pas à apprendre, on n'apprend pas à être heureux d'apprendre. Et les enfants ne sont pas en captivité à l'école, mais ils sont là pour s'épanouir aussi. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est ce qui t'apprend, c'est ce qui t'amène à la liberté, c'est ce qui doit te conduire à la liberté. C'est toujours ce paradoxe de l'enfance où tu n'es pas libre parce que tu es forcément contraint en tant qu'enfant, mais ta vocation est de devenir un être libre. Il y a forcément cette contradiction-là. Mais peut-être que l'école devrait un peu plus être attentive à expliquer cette espèce de sous-texte. Et puis, c'est pas seulement parce que tu auras un beau métier. Je crois qu'il y a ça, évidemment. C'est parce que tu vas pouvoir faire quelque chose qui va te remplir dans la vie, qui va te plaire. Alors, c'est vrai, quand tu vois ton père ou ta mère partir tous les matins triste, en disant « Oh là, mon Dieu, c'est affreux, dimanche soir, déprimé, etc. » Ça aide pas. Non, mais c'est vrai que l'exemple est important. C'est-à-dire que c'est une histoire collective à raconter aux enfants. C'est quoi l'école ? C'est quoi la place de l'école, de l'apprentissage et la valorisation de ce qu'on y fait. Voilà. Donc bien expliquer aux enfants. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on va redonner le goût de l'effort aux enfants et aux ados qui nous écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école sur Figaro TV.